Bonsoir Joël Lasserre, bienvenue au Cercle de généalogie juive au CGJ, mais tu en fais partie. Aujourd'hui, on est le 18 septembre 2023, nous sommes en 2023, mais nous avons aussi commencé l'année 5784. Alors j'aurais envie de dire Shana Tova, Añada Buena y Dulce, je pourrais souhaiter Gut Yontef, et Git Yar et Git Yur, mais je n'arriverai jamais à faire aussi bien que toi, cher Joël, car tu es interprète de conférence. C'est pas à ce titre que je t'invite, mais bon, je voulais quand même essayer de te faire plaisir en jouant un peu. Je te reçois avec un grand plaisir parce que tu vas nous parler de ce livre que nous voyons ici, d'Est en Est, c'est-à-dire d'Alsace aux Philippines, de Mark Olsheim à Iloilo, aux Philippines. Tu nous racontes l'histoire de ta famille paternelle, des Juifs alsaciens partis aux Philippines en 1870. À partir de souvenirs d'enfance, en particulier une photo avec de bien étranges chapeaux, je suis sûre que tu vas nous la montrer, tu as mené des recherches pendant plus de 10 ans pour écrire ce livre. Nous allons maintenant t'écouter. Désormais, le format de ces conférences est un petit peu différent. Donc, c'est 45 minutes plus 15 minutes de questions, un peu plus court. Et les conférences ont lieu le lundi, le lundi soir à 19 heures. Il y a aussi des conférences en présentiel. Et je peux peut-être déjà annoncer la prochaine conférence, le dimanche 15 octobre à 14h30 au Mémorial de la Shoah, où l'historienne Danielle Yankou nous parlera des Juifs de Djelfa en Algérie, une égo-histoire, 1945-1962, et où la musicologue Laure Stapper nous parlera de son livre Musique et musiciens de bal, Isaac Strauss au service de Napoléon III. Enfin, n'hésitez pas à aller sur notre site, https généalogie avec un J comme Jacques, .org.fr et rejoignez-nous. C'est à toi, Joël. Eh bien, bonsoir à tous, bonne année également à tous. Et donc, je vais vous présenter l'histoire de cette famille, l'histoire de ce livre qui est parti de l'image que vous voyez que j'avais trouvée quand j'étais enfant chez ma grand-mère. C'est une toute petite image qui doit faire 3 cm sur 4 et qui n'était pas suffisamment bonne pour en faire la couverture du livre. Donc, un ami en a fait un tableau qui est devenu la couverture d'Est en Est. Cette photo, je l'avais trouvée chez ma grand-mère et j'avais trouvé très ridicule ces petits garçons à chapeau bizarre. Et j'ai demandé à mon père, c'est qui? Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et il m'a répondu, bah, écoute, le plus grand des petits garçons, c'est moi. Le plus petit, c'est mon frère Pierre. Et on est avec notre père à Toulouse, au bord du canal. Et j'ai trouvé ça drôle. J'ai dit, mais ton père, il est où? Il m'a dit, mais tu sais, je l'ai très peu connu parce qu'il est mort quelques jours après cette photo. Donc, moi, j'avais 4 ans, Pierre en avait 3. Je ne l'ai jamais vu plus que ça. Et par ailleurs, il est né à Iloilo. Alors, Iloilo, dans ma tête de toute petite fille, ça a été associé à rigolo. Je pense que s'il était né à Manille ou ailleurs, il n'y aurait jamais eu ce livre. Et après la disparition de mon père, j'ai retrouvé ces albums de photos et je suis retombée sur cette photo en me disant, cette histoire bizarre de Philippines, je ne sais rien. Pourquoi ils sont allés là-bas? C'est une famille dont je sais qu'elle est compliquée. Il y a des décès, il y a des mariages, il y a des remariages, il y a des enfants séparés, communs, etc. La seule chose que je sais, c'est que de temps en temps, à des fêtes de famille ou autres,
on me dit, ah ben ça c'est tante Suzanne ou tante Lucette, elles sont nées à Iloilo. Bon, très bien, ça s'arrêtait là, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et en fait, j'ai commencé à partir de là les recherches et je vais pas trop m'attarder sur l'aspect strictement généalogique. Il y aura un article qui va paraître dans la revue du Cercle du mois de décembre où il y a un article assez complet sur la généalogie de cette famille. Je vais en dire quelques mots, mais je vais plus m'attarder sur leur aventure, sur la façon dont ils ont vécu, dont ils sont partis aux Philippines et l'extraordinaire destin qu'ils ont eu là-bas. Donc voilà, brièvement sur le plan généalogique, on a ici Nathan Lévy qui est né en 1892 et qui est le point de départ, si vous voulez. Ce Nathan, on l'appelait Moïse. Dans cette famille, ils ont tous des noms, mais on les appelle tous autrement, ce qui ne simplifie pas les choses. Il s'appelle Lévi, il se marie avec des Lévi qui ont aussi les mêmes prénoms. C'est un peu une histoire très compliquée. Je vais essayer de déplacer ça. On voit qu'on a beaucoup de générations de tous les côtés qui sont tous nés en Alsace. On voit sur la carte à côté la très faible distribution géographique. Ils sont tous légèrement au nord de Strasbourg, à Orfelden, jusqu'à Durmenach, mais ils sont tous de cette région. Et moi, j'avais vécu avec l'idée tout à fait naïve, on a toujours entendu dire que les Juifs ont passé leur temps à être expulsés d'un endroit et de devoir aller ailleurs et autres. Alors oui, ils ont été expulsés des villes, ils ont été expulsés de certains villages. En général, ils se sont réinstallés dans un rayon de 3 kilomètres. Ce n'est pas des grandes migrations. Et leurs mariages se font dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, ce qui permet de rester toujours dans ce cercle assez restreint. Donc, brièvement, on voit ici, on a les parents de toute cette famille. On a toute une série de frères et sœurs, de cousins. On va pas s'occuper de tout le monde dans cette génération. On va s'occuper de la descendance de celui qui est surligné en jaune, qui est ce Nathan, dit Moïse Lévy, qui était commerçant. Et on parlera un petit peu sur la gauche de la famille de l'aîné des filles, Zieberle, qui est la famille de Simon Franck, qui est la famille qui partira en premier de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui s'installera à Lima. Alors, Lima, on ne sait pas très bien pourquoi ils sont partis à Lima. Lima avait la réputation d'être la ville la plus élégante du monde après Paris, apparemment, à cette époque. Donc, ce Nathan Lévy, qui s'appelle Moïse, on aurait pu appeler cette histoire les enfants de Moïse, mais ça prêterait un peu à confusion. Donc, Nathan Lévy est appelé pour le service militaire. Il passe son conseil de révision à Strasbourg. Il est décrété faible de poitrine. Malgré tout, il est envoyé, il est déclaré bon pour le service, malgré ce défaut qui était généralement une cause d'exemption, mais ça n'a pas été le cas pour lui. Donc, il part, il est envoyé en Algérie, pour la conquête de l'Algérie en 1833, et il fait partie des gens qui ont fait le siège de Constantine et qui ont été affectés à la construction de la caserne de Constantine, qui est, comme on le voit sur cette image, en bordure du précipice de la falaise creusée par le Rumel qui partage
le plateau constantinois. En dehors, ici, on a un tableau un petit peu de toute la famille. En dehors de Jacques, là, le deuxième, qui meurt à quelques mois, tous les autres sont passés par les Philippines à un moment ou un autre et ils sont tous nés à Markolsheim. On voit dans le recensement ici de 1851, mais c'est la même chose pour celui de 55 et de 61, mais l'écriture est la même toujours, donc on suppose que l'agent recruteur qui allait de maison en maison était toujours le même monsieur, et écrit toujours Emma à la place de Ève. Sur tous les documents de Ève, que ce soit son certificat de naissance, de mariage, etc., elle s'appelle toujours Ève. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle s'appelait Ève. Ses bijoux portent le nom de Ève, elle s'appelle Ève. Il est probable que dans la campagne alsacienne, la différence entre Eva et Emma n'était pas forcément tellement sensible et que le monsieur a entendu Emma et a rebaptisé cette Ève en Emma. Ici, simplement rapidement, les registres de décès de Markelsheim où on voit les grands-parents de Moïse qui sont déjà sur place, c'est leur certificat de décès en 1822 et 28. Et on voit ce qui est le plus intéressant, c'est les signatures. Ils signent en français, sauf un qui signe en caractère hébraïque. Ça, c'est le cadastre de Markolsheim, qui est un peu plus tardif, qui est de la fin du 19e, mais où on voit assez bien les choses. Par exemple, la flèche qui est ici indique ce qui était la Judagasse, la rue aux Juifs, la ruelle aux Juifs, et la petite croix qu'on voit un petit peu plus loin est au centre d'une petite cour autour de laquelle la majorité de cette communauté était regroupée, mais ils ont aussi vécu dans d'autres quartiers de la ville, un peu le long de la voie principale, et puis également dans ce quartier où se trouvait la synagogue que l'on trouve ici, qui est la nouvelle synagogue, en l'occurrence, qui a été construite en 1838, alors que la précédente était à la fois trop petite et menaçait de s'effondrer. Elle a depuis cessé son activité de synagogue, elle a été transformée, comme on le voit, en maison d'habitation. Les cousins francs, alors, au moment de 1870, les Lévis décident que les enfants n'auront pas le même destin que leur père Moïse, 7 ans d'armée en Algérie l'a vacciné contre l'armée pour un certain temps et il décide que ses fils doivent partir. Donc les enfants, les deux aînés, partent, s'installent à Paris et travaillent avec les cousins Franck qui ont ouvert un magasin dans cette rue à Lima où ils vendent un peu de tout. Ils vendent des tissus, ils vendent des articles de luxe, ils vendent beaucoup de meubles-terie religieuse catholique. Et Raphaël, le plus jeune, est encore à Markolsheim, il fait sa bar mitzvah et ensuite vient à Paris travailler chez les Franck, chez qui il est embauché comme apprenti comptable dès sa bar mitzvah passée. À Lima, il y a vers 71-72 une révolte massivement contre l'Église qui exploite à un statut de quasi-esclavage les différentes les populations locales, et les Francs décident qu'ils n'ont plus les revenus suffisants pour entretenir toute une telle maisonnée et un tel nombre d'apprentis, de petites mains, etc. Et ils disent à leur plus jeune de leur fils Michel et aux deux Lévi qu'ils n'ont qu'à prendre quelques caisses de ces invendus invendables et d'aller tenter leur chance ailleurs.
Donc, ils repartent, ils reprennent le bateau et ils arrivent tout d'abord à San Francisco, où ils sont emballés. Ils trouvent ça formidable, ils trouvent que la ville est somptueuse, que ça se construit de partout, c'est vivant, c'est gai, c'est... Mais on vient de terminer la ruée vers l'or, on est embarqué dans la fin de la ruée vers l'argent, la ville est extrêmement animée, les fortunes se font, se défont en l'espace d'une nuit. Ils se sentent pas de taille. Ils pensent que d'abord, leur médaille religieuse, c'est pas la préoccupation principale des gens qui sont là pour gagner beaucoup d'argent et qui ont des désirs beaucoup plus matériels que ça. Et ils se sentent pas de taille à affronter la violence et la puissance de cette ville. Donc, ils décident de repartir. Ils décident de repartir par le premier bateau et d'aller n'importe où ce bateau voudra bien les déposer. Et puis, ils réfléchissent, le premier bateau, c'est bien joli, mais on ne veut pas débarquer comme des pouilleux. Donc, nous prendrons le premier beau bateau. Donc, ils prennent le premier beau bateau, et le premier beau bateau navigue un petit peu et les dépose à Manille. On ne sait pas très bien pourquoi ils descendent du bateau à ce moment-là. Peut-être parce qu'ils étaient arrivés au bout des fonds dont ils disposaient. Et ils arrivent donc à Manille, ils cherchent à rencontrer des gens. Leur caisse de médailles religieuses leur ouvre des portes, en particulier auprès des religieux et de l'évêché, où ils sont remarquablement bien accueillis, aidés, encouragés, et les choses vont plutôt bien. Ils essayent de voir comment ils pourraient s'installer. Ils rêveraient de s'installer sur la rue principale qui s'appelle Escolta, mais qui est trop cher. Ils n'ont pas les moyens, c'est pas pour tout de suite, c'est un rêve pour plus tard. Et à force de chercher, de prendre contact avec des courtiers qui vont vendre ce qu'ils ont à vendre, ils découvrent qu'il y a une autre île, Panay, plus au sud, dont la capitale est un grand port sucrier qui s'appelle Iloilo et qui est à quelques encablures d'une île consacrée à la canne à sucre, l'île de Negros. Donc, on a les bourgeois sucriers, industriels, exportateurs qui sont à Iloilo et qui exploitent des plantations de canne sur l'île de Negros. Les loyers sont moins chers, ils décident de s'installer et ils s'installent dans cette boutique. Alors, la date est plus tardive, mais c'est la boutique d'origine où ils n'avaient au départ que le rez-de-chaussée et ils se sont agrandis en acquérant l'étage supérieur et c'est devenu une maison assez importante. Sur la droite, je vous ai montré quelques images des élégances des Philippines. Alors, il y a un besoin de paraître très important dans cette bourgeoisie philippine. Pour la moindre démarche, pour la moindre réunion, pour la moindre activité à l'extérieur, pour aller porter la recette à la banque, on s'habille et les musts absolus sont ces pantoufles de velours, ce qui, pendant les périodes humides, n'est pas le rêve, et le chapeau haute forme. Alors, le chapeau haute forme, c'est le début de la fortune des Lévi Hermanos. Ils ont découvert que les chapeaux haute forme étaient importés par une entreprise espagnole qui s'appelait Don Adolfo et qu'ils étaient faits à la taille des Européens. Les Philippins, en particulier à l'époque, étaient particulièrement petits, menus, avaient un tour de tête beaucoup plus petit que les Européens, donc on rembourrait le bord des chapeaux pour qu'ils ne s'enfoncent pas complètement sur la tête de ces pauvres Philippins. Ils ont vu là une opportunité et ils ont fait fabriquer à Vienne des quantités considérables de chapeaux à la taille des Philippins, qui ne sont plus en lapin rasé, mais en soie, et sur lesquels ils ont des conditions qui sont beaucoup plus favorables.
il y a une telle importance, ça prend une telle importance qu'on trouve une lettre de d'Adolphe, qui est à ce moment-là aux Philippines, qui écrit à son petit frère Raphaël à Paris en disant: tu m'écris que le prix des chapeaux a augmenté de quelques sous. Le temps que le courrier fasse l'aller-retour, j'aurais pu en vendre 6 000. La prochaine fois, utilise ta cervelle au lieu d'écrire des âneries. C'était véritablement la première grosse vente et le début de l'essor de leurs affaires aux Philippines. Lors d'un de ses voyages en France, Adolphe épouse Irma à Paris. Irma vient également d'Alsace, elle vient de Strasbourg. Sa famille, comme les autres, a quitté l'Alsace en 1870 pour s'installer à Paris. Ils se marient, ils repartent aux Philippines et ils ont cette petite fille Mercedes. L'histoire de Mercedes est amusante, enfin, elle est amusante dans mes recherches parce que, je vais y revenir, Adolphe meurt très rapidement après son retour aux Philippines. Il meurt du choléra en 1888 et sa mère, Pierre Tombal, dit: ici repose Adolphe Lévy, époux d'Irma Lévy, décédé le 13 juin 1888, 4 Tammuz 5648, enlevé à l'âge de 38 ans à l'affection de sa femme, de sa petite fille, de son père, de sa mère, de ses frères, sœurs et amis. Malgré la grande distance qui te sépare de ceux qui te chérissaient, ta mémoire restera éternellement gravée dans leur cœur et ils reporteront sur ta fille la tendresse qu'ils t'avaient vouée. Alors là, c'est quand même un truc extraordinaire. Faire graver ça en hébreu et en français aux Philippines à la fin du 19e siècle, ça a dû être un exploit assez considérable. Mais là, il y avait un énorme mystère. C'est la petite fille qui n'est pas nommée, dont on ne sait rien, dont je ne trouve pas les papiers. Une histoire totalement étrange. Alors je cherche, je mets des mots sur tous les forums que je trouve, je pose des questions à la terre entière. Je trouve rien, je trouve des trucs, j'aboutis dans une impasse, aucun succès. Un jour, ça faisait bien 3 ans que j'étais sur cette recherche, je me dis: bon, j'arrête, Mercedes, c'est fini, c'est une impasse, je ne saurai jamais, c'est très triste, mais il y a un moment, il faut savoir qu'il y a des mystères qui ne se résolvent pas. Quelque chose que comme 3 semaines après cette décision, sur un forum, je vois un message: je suis en train de faire la généalogie de la famille de mon mari. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qui a élevé Mercedes, puisque sa mère est morte quand elle avait 5 ans? Et je ne comprends pas non plus pourquoi on dit qu'elle est née aux Philippines. Alors là, bingo, grande excitation, on s'est rencontrés. J'ai maintenant toutes les explications sur Mercedes, sa vie, son œuvre, etc. Et j'ai des dizaines de photos de Mercedes. J'ai la copie du trousseau de la commande de trousseau de mariage de Mercedes. J'ai énormément d'informations sur cette petite fille dont j'ai si longtemps cherché qui elle pouvait bien être. Il y a des moments où on a des grosses satisfactions. Alors, il y a une autre chose amusante avec cette Pierre Tombal, c'est que dans les lettres que j'ai retrouvées, il y a un passage l'année suivante où Charles, le frère d'Adolphe, qui était rentré à Paris entre-temps, écrit à la personne qui s'occupait de l'entreprise et qui était aussi un cousin aux Philippines. Il écrit, et je cite avec les fautes: pour la Matseva de Adolphe, tu me diras comment tu la trouves. Au cas où tu trouves qu'elle a été faite trop économiquement, fais-le moi savoir dans ta prochaine lettre,
car je désire que mon pauvre frère Zelig reçoit une matseva dans le genre de celle de Labarthe, dont je ne sais pas qui c'est, ce que j'ai dit à toi personnellement avant de quitter Manille, car avec la fortune qu'il laisse, on peut faire un peu mieux et ses héritiers ne seront pas plus malheureux pour cela. Donc, on voit à la fois, je trouve que c'est à la fois touchant, à la fois très, très important de continuer de paraître aux Philippines, même si on n'est pas sur place. On ne veut pas être moins bien que ce monsieur dont on ne sait pas qui c'est. Et voilà. Donc, ici, on en arrive à Ève, qui est la plus jeune sœur de la fratrie. On voit d'ailleurs que sur ce bijou, elle s'appelle bien Eva et pas Emma. Et là, il y a des photos des enfants. On m'a toujours dit que cette photo était celle d'Albert, son plus jeune fils. Elle est morte quelques jours, elle aussi, du choléra, quelques semaines après la naissance d'Albert. Et ici, nous avons Suzanne et Albert, de retour à Lyon après le remariage d'Eva avec son beau-frère, et avec visiblement une nounou philippine qu'ils avaient ramenée avec eux. Et en regardant les deux photos, je pense qu'il s'agit plus vraisemblablement de Suzanne que d'Albert, mais on ne saura jamais véritablement. Ça, c'est l'autre Adolphe. Parce que après la mort d'Ève, Ève était mariée à cet Adolphe, qui est Adolphe de Mutzig, lui, et qui vient d'une famille qui était ouvrier à la manufacture d'armes de Mutzig. Il a dans sa famille un grand-oncle qui est très intéressant, qui est un garçon qui était le quatrième d'une fratrie, donc pas particulièrement privilégié en tant qu'aîné ou petit dernier. C'était le quatrième d'une fratrie de 8, qui devait être très brillant à l'école parce qu'on l'a envoyé très tôt à Mayence, à l'école rabbinique, où visiblement il a pensé que ce n'était pas pour lui. Et il a pris contact avec un mathématicien qui était professeur à Mayence en lui disant « Je veux entrer à Polytechnique ». Il y a des échanges assez intéressants, je ne vais pas m'attarder. C'était fait, il est entré à Polytechnique, il est devenu officier dans la Grande Armée, il a fait toute la campagne de Russie jusqu'à Waterloo, enfin, campagne de Russie, retour en France, un peu dégradé pendant les 100 jours. Quand l'empereur revient, il le suit, va à Waterloo, et ensuite il est nommé inspecteur des usines d'armement et finit sa vie à Metz. Donc, après la mort d'Ève, on se trouve, il épouse Mathilde, qui en réalité s'appelle Marie, qui est la sœur aînée de Ève, et qui elle-même est veuve, a déjà 2 enfants, Émile et Marguerite. Donc, ils ont chacun 2 enfants et ils auront encore 3 enfants ensemble à leur retour à Lyon. Ici, on a toute la fratrie, sauf le frère aîné qui était en pension à Hong Kong à l'époque. Donc, on a Marguerite qui est la fille de Mathilde, pardon, Suzanne à droite et derrière Albert, qui sont les enfants de Ève et Adolphe, et puis des 3 derniers, Lucien, Eva à droite, et sur la table, la petite Lucette. Donc, toute une fratrie un peu compliquée, où ils sont tous élevés ensemble, comme frères et sœurs. Ils n'ont jamais fait de différence entre les uns et les autres. Voilà.
ici, on a un buste qui a été fait plus tard de Raphaël. Raphaël qui est véritablement le centre de l'entreprise, et ses frères sont morts très jeunes, donc il a très rapidement été obligé de prendre en charge la gestion, l'organisation et autres de l'affaire. Alors, il est arrivé à Paris, il est resté à Paris, il a fait quelques voyages aux Philippines. Il a, il est donc le pivot de l'entreprise. On dit qu'il a une mémoire absolument phénoménale et une capacité de calcul assez impressionnante. Donc, il gère, c'est aussi un autodidacte, c'est quelqu'un qui est très intéressé, il se force tous les jours en rentrant du travail de lire les pages culture des journaux, et à l'époque où il est encore relativement peu à l'aise, il se fait embaucher comme claqueur dans les théâtres, histoire de se cultiver, de voir les spectacles. Il a une vie un petit peu compliquée, une vie amoureuse un peu compliquée. Il a d'abord une première épouse, une jeune fille de Bâle, d'une famille d'horlogers, à l'origine, je crois qu'ils viennent de Besançon. Il se passe des choses un petit peu bizarres. Il se marie en 1887 avec cette Jeanne Schwab. Il signe très imprudemment devant le notaire au moment du contrat de mariage qu'il a reçu la dot promise à sa femme et qu'il n'a pas encore reçu et qu'il ne recevra jamais. Les frères Schwab sont, eux, impliqués dans toute une série de scandales et passeront un petit peu un moment en prison à une certaine époque. Tout cela fait que ça les amène à divorcer. Ils divorcent en 1891 et Raphaël reprend sa vie de célibataire sortant, se promenant, dépensant de l'argent, entretenant une vie assez confortable. Et puis, il décide de se remarier. Alors là, il se passe de nouveau une bizarrerie. Des bans sont publiés pour un mariage avec une Julia Lévy de Clermont-Ferrand, qui n'a aucun rapport ni avec l'Alsace, ni avec quiconque d'autre qu'on connaisse. On ne sait pas grand-chose d'elle. Les bans sont publiés, mais le mariage, visiblement, n'a pas eu lieu, puisque moins d'un an après, il épouse Berthe Bénédicte de La Ferté-sous-Jouarre. Alors, il y a beaucoup d'informations qui viennent là des mémoires de Maxime. Maxime, c'est le petit garçon qu'on voit ici sur le fauteuil et qui est le fils de Raphaël et Berthe, et la petite fille est Odette, leur petite fille, qui mourra en 1938 d'un cancer. Et donc, la famille grandit, ils sont parisiens la plupart du temps. Ils partiront aux États-Unis en 1940, en 1939, mais entre-temps, ils vivent à Paris. Maxime fera la guerre de 14-18 et, on reprendra ensuite les affaires à Manille. Il ira, après la guerre, reprendre un peu le contrôle des affaires qui partaient un petit peu dans tous les sens. Et il fera ensuite la navette entre les Philippines et New York, où il finira par s'installer définitivement, mais avec pas mal d'allers-retours à Paris. Ici, on a une partie des filles, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de photo de Mélanie, par exemple. Et ici, on a Mathilde, qui est donc la mère de tous ses enfants. Sarah, qui, elle,
a eu une vie un petit peu compliquée aussi. Elle a épousé un, un monsieur Émile Blum, qui était négociant en papeterie et graveur. Sarah les incite et puis Raphaël les encourage aussi à partir s'installer à Saint-Étienne en 1887, où il y avait une possibilité de récupérer une boutique qui s'appelait le Bon Génie, qui est en fait une sorte de bazar. Mais Émile n'est pas très doué pour les affaires. Il a une clientèle essentiellement de mineurs à statut très précaire. Il leur accorde beaucoup de crédits et la situation est assez incertaine. Arrive là-dessus la Première Guerre mondiale qui a raison du Bon Génie et l'entreprise ferme rapidement. Après la guerre, Émile et Sarah rentrent à Paris et c'est leur fils, Marcel Belmont, qui les entretient, les prend en charge et il travaille, lui, avec les enfants de Charles, Germaine et Maurice Lévy-Hermanos, qui gèrent la galerie Marcel Bernheim à Paris. Et pendant ce temps, alors, à Manille, ici, on voit la rue principale de Manille, la fameuse Escolta, où ils rêvaient de s'installer quand ils sont arrivés, ce qui ne s'est pas fait tout de suite, mais une fois que les affaires ont été un petit peu plus développées, ils ont pu acquérir un magasin qu'on voit ici. On voit au milieu à droite une horloge qui est l'enseigne de l'Estrella del Norte sur la rue principale de Manille. C'est une photo du début du siècle, donc ça fait déjà un moment qu'ils sont installés, qu'ils ont au premier étage toute une série, ils ont un réfectoire, il y a des lieux de repos, c'est assez développé. Donc ici, on voit plusieurs éléments. On voit la boutique de Iloilo, on voit celle de Manille, on voit un certain nombre des publicités qu'ils ont pu faire parce qu'en dehors de Iloilo et Manille, ils ont ouvert des succursales un peu partout. Il y a eu des succursales, j'ai découvert récemment que dans presque toutes les îles, ils avaient des points de vente et il y a plusieurs dizaines finalement de magasins qui se sont créés un petit peu partout dans les Philippines. On voit qu'ils font de la publicité pour l'armée américaine quand ils arrivent à Manille. Ils ont une succursale très rapidement à Hong Kong, mais qui ne dure pas très longtemps. Il y en a à Port-Arthur, à Tientsin, en Inde aussi. Enfin, sur le trajet, ils s'installent un petit peu partout et ils ont beaucoup de succursales, beaucoup d'activités diverses dans lesquelles ils casent des cousins, des alliés, des gens de leur famille et des gens qu'on leur recommande ou qui arrivent dans les bagages de la famille. Ici, on voit l'ancienne boutique sur Escolta. On voit les ravages de la bataille de Manille, où pratiquement tout a été détruit en 1945. Et ici, la reconstruction de l'immédiate après-guerre, en haut à gauche, du nouveau magasin. Il y a aussi un cinéma qui y est associé. Et là, c'est l'arrière du magasin sur le Pasig, qui est donc la rivière qui passe à Manille et qui servait à relier le port. Alors, ça servait pour les livraisons, ça servait aussi pour un certain nombre de trafics. Il y a eu en particulier un certain trafic de piastres, dans la mesure où la monnaie était la même, frappée était la même, mais avec des valeurs un peu différentes à Hong Kong et à Manille pendant toute une période. Inutile de vous dire que les allers-retours ont été assez fréquents.
Et puis, ils développent beaucoup ce qu'ils ont appelé l'Estrella del Norte Auto Palace, qui est un garage en quelque sorte. Ils ont fourni des compagnies de taxi, ils ont fourni un petit peu tout le monde à Manille. Et on voit ici un certain nombre des activités qui menaient à la fois leur boutique principale avec de tout, de la vaisselle, des meubles, de la bijouterie, de la bimbeloterie, de la pharmacie également. Ils ont ensuite ouvert un laboratoire pharmaceutique. Et puis, les voitures qui ont pris une importance assez considérable jusqu'à pendant toute la période où les pièces s'appliquaient à différentes voitures. Et puis, quand les pièces ont commencé à être faites spécifiquement par modèle de voiture, c'est devenu très compliqué de faire venir dans des délais raisonnables les pièces pour réparer les voitures. Il y a eu également cette grande exposition à Manille, où ils ont cette espèce de stand de Lévi Hermanos dans un style indo-mauresque, enfin je ne sais pas très bien comment le définir, c'est un peu bizarre, et où on voit ici sur l'image de gauche Raphaël qui était venu pour cette occasion et Berthe, son épouse, et on voit plusieurs éléments du stand et l'importance qu'ont prise les voitures dans cette affaire. À l'occasion de ce voyage, ils ont été reçus de façon très importante. Ils sont invités à un pique-nique qu'on qualifie de royal. D'ailleurs, il faut bien reconnaître, parce que si c'est sur la photo du milieu l'idée qu'on se fait d'un pique-nique, c'est pas celle qu'on a tous en tête quand on prend nos petites affaires et qu'on va s'installer sur un coin d'herbe dans un pré. C'est donc une espèce de festin, de grande affaire. Alors, après la publication du livre, j'ai été en relation avec pas mal de personnes, dont une qui a, au cours d'une histoire qui serait un peu longue à raconter ici, en débarrassant une cave d'une voisine, est tombée sur 2 registres de lettres qui sont sur papier numéroté, reliés, donc sont des copies. Il y a sur une période de 3 ans, un peu plus de 1000 lettres que j'ai copiées, que j'ai photographiées, que je n'ai pas entièrement dépouillées. Il y en a qui sont très intéressantes. Ici, il y a celle où il parle de la Matseva de son frère. Là, il y en a une où il explique qu'il faut ne vous fâchez pas pour chaque bêtise, etc. Et puis, une lettre à la suite d'une visite à la reine d'Espagne qui était à ce moment-là en exil à Paris. Voilà un certain nombre des objets qu'ils ont importés ou fait fabriquer. La première voiture qui, j'en suis sûre, n'était pas peinte en vert vif, qui est maintenant au musée de Manille, les premiers gramophones et beaucoup de montres. Ils ont travaillé avec tous les grands horlogers suisses, des montres relativement simples, des montres plus sophistiquées et des montres comme celle qu'on voit à droite, émaillées, très sophistiquées, de Tittesheim, que j'ai vu passer en salle des ventes avec une mise à prix à 40 000 euros. Inutile de vous dire que je n'ai pas enchéri. La pierre tombale, de son côté, a atterri dans cette espèce de mausolée mais qui a été le point de départ de mes recherches. La famille illégitime de Charles ou Raphaël, c'est-à-dire qu'avant d'être mariés, les Philippins pensent que c'est Adolphe, les descendants des Lévi-Hermanos pensent que c'est plutôt Charles, ont eu une aventure, enfin l'un d'eux a eu une aventure avec une Philippine, Benita Enriquez, a eu un fils. Ils ne se sont pas mariés.
mais la famille Lévy-Hermanos a pris en charge cette famille en versant à Benita Enriquez une pension confortable, en payant les études de leur fils Francisco, qui a fait une assez brillante carrière, qui a fait ses études à Cornell et qui est ensuite reparti aux Philippines. Lorsque le cimetière anglais de Makati a été démoli, cette famille a fait transférer la pierre d'Adolphe et qui a été érigée dans leur monument. Mais dans leur monument, il y a des tas de choses très intéressantes parce qu'ils se sont appropriés toute une série de noms. Ils sont persuadés que c'est la tombe que Charles, qui est mort à Paris et enterré au cimetière Montparnasse, pas du tout à ces dates-là d'ailleurs, est enterré aux Philippines. Enfin, il y a toute une série de choses comme ça dont on ne sait pas très bien d'où ça vient, que je n'arrive pas vraiment à élucider. Je ne veux pas non plus aller trop loin et les embêter parce qu'ils sont très fiers de cette ascendance et ça n'a pas une très grosse importance. Là, on a une photo de la maison des Bénédicts à La Ferté-sous-Jouarre, maison qui a été démolie après la guerre de 14. Elle a servi de maison d'hôpital et prison pour les filles de mauvaise vie pendant la guerre. Ensuite, un char allemand a démoli la balustrade et finalement, la maison a été démolie. Mais elle est intéressante dans la mesure où sur l'image du bas, on voit des personnages sur la terrasse et j'ai agrandi. On ne voit évidemment pas précisément de qui il s'agit, mais étant donné que cette photo est datée d'entre 1910 et 1914, il est tout à fait probable qu'il s'agisse de la famille Bénédicte qui se réunissait régulièrement pour les fêtes avec les Lévis, les alliés, les morceaux rapportés dans cette maison. Il reste toute une série de mystères qui seront probablement jamais totalement élucidés, et en particulier la photo de gauche, pour laquelle je fais une supposition, mais alors on est vraiment là dans la supposition la plus totale. On a ici des photos de deux frères de la fratrie des Mutsik, et les Philippins ont dans leur mausolée une plaque au nom de Fernando Festel Lévy. Or, le plus jeune des frères de cette fratrie portait le prénom de Fernand Festel. J'ai beaucoup de doutes qu'il puisse y avoir un autre Fernand Festel, même Fernando Festel, et je fais le pari, mais sans aucune certitude, que ce Fernando Festel pourrait bien être ce monsieur avec les petites filles que l'on voit ici. Et cela finit mon diaporama. Maintenant, il faut que je vous retrouve. Je vous ai perdu. Et non, voilà, Voilà. tu as fini. Voilà, ben écoute, Joël, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. On a l'impression de revenir d'un voyage exotique, lointain. C'était vraiment très, très, à la fois instructif, généalogique, historique et vraiment très, 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 très Bien sûr, charmant. si vous avez des questions, je suis tout à fait prête à y répondre. Oui. Avant de passer, je vois que Edgar Pfizer veut poser une question. Dans ce cas-là, il faudra ouvrir le micro, ouvrir votre micro. J'aurais une question à te poser. Il s'appelle, d'ailleurs, tu les appelles et ils s'appellent, on le voit sur les affiches, Levi Hermanos, c'est-à-dire les frères Lévi. Est-ce que c'est simplement pour des raisons liées à l'entreprise familiale ou le mot Hermanos a été accolé vraiment à leur nom? Le nom a été vraiment accolé à leur nom et je crois qu'une partie d'entre eux ne se fait plus appeler qu'Hermanos. Merci. Tu as une autre remarque à la
peut-être de généalogie et de nomastique, tu as remarqué qu'il y avait une Eva qu'on appelait une Emma, Eva, Emma, Mathilde, Marie. D'ailleurs, Mathilde s'appelait Marie. Elle s'appelait peut-être pas Marie, mais Myriam ou un autre nom. Pour les femmes, il n'y a pas beaucoup d'importance. Les hommes, c'était plus respecté, mais j'ai une aïeule qui s'appelait Judith. Sur le recensement de 1851, on l'appelle Sophie. On ne faisait pas très, très attention au prénom des femmes. Mais alors, alors, femmes et hommes ont depuis très longtemps, alors tous, des noms. Alors, il y en a quelques-uns qui s'appellent Adolphe, Albert, etc., qui marquent une certaine tradition. Il y a des Xavier, Ernest et autres qui n'ont pas d'autres prénoms, y compris dans la famille. Ils ne sont connus que sous ce prénom, y compris dans leur génération. Oui, mais ils avaient quand même un prénom de synagogue. Ils étaient Ben quelque Certainement. chose ou Bat quelque chose.